Bonjour à tous, mon nom est Yannick Bourque, je suis conseiller en urbanisme à la municipalité de Lillet et je vous présente aujourd'hui le projet de règlement 255-2021, règlement sur les permis et les certificats qui est présentement en processus d'adoption, dont le premier projet de règlement a été adopté à la séance du conseil municipal du 7 septembre dernier. Donc, le nouveau règlement sur les permis et les certificats abroge l'ancien règlement et en crée un nouveau qui deviendra le règlement 255-2021. Ce nouveau règlement reprend la plupart des dispositions qui étaient dans l'ancien règlement sur les permis et les certificats, en ajoute et en retire. Donc, nous allons voir tout de suite quelles sont les modifications. Donc, la présentation sera très simple. Tout ce qui faisait partie de l'ancien règlement a été intégré au règlement et demeure ici dans le règlement en noir. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les modifications, c'est-à-dire les ajouts qui seront en vert et les retraits qui seront en rouge. Alors, si nous commençons, la première modification au règlement est la terminologie. Donc, les définitions contenues à l'article 1.7 du règlement de zonage numéro 158-2013 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici tout au long reproduites, sauf si celles sont incompatibles ou à moins que le contexte n'indique un sens différent. Donc, un deuxième règlement est présentement en processus d'adoption. Il s'agit du règlement 256-2021, règlement complémentaire au règlement sur les permis et certificats. C'est-à-dire que ce règlement contient les définitions qui étaient jadis au règlement 158-2013, règlement de zonage, à l'article 1.7 et s'applique au présent règlement, donc le règlement 255-2013. Comme je disais, ce règlement est également en processus d'adoption et sera présenté dans la vidéo de présentation du règlement 256-2021. Par la suite, la prochaine modification concerne le retrait de la phrase suivante à l'article 3.2 pour forme et clarté. Donc, lorsqu'on dit que toute demande doit être accompagnée de tous les documents jugés pertinents nécessaires par le fonctionnaire désigné pour la bonne compréhension du projet et la détermination de sa conformité au règlement d'urbanisme. Donc, cette discrétion du fonctionnaire désigné dans l'émission des permis et des certificats est maintenant supprimée, c'est-à-dire que seuls les documents qui sont listés au présent règlement peuvent être exigés. Par la suite, une nouveauté, lors de la demande de permis, lorsqu'il est demandé de donner le coût des travaux, cela comprend le coût des matériaux et de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, lors d'une demande de permis ou de certificat, les demandeurs devront indiquer le coût des travaux qui inclut le coût des matériaux et de la main-d'œuvre. Donc, ce sera un coût global. Par la suite, prochaine modification, à l'article 3.6, exclusion, nous avons ajouté certains travaux qui ne nécessitent plus de demande de permis. Je vais vous les lister. Donc, toute combinaison de travaux intérieurs de moins de 5 000 n'affectant pas la structure, les fondations, une cloison, une pente de toit ou une superficie de plancher, tous les travaux d'installation, de réparation, de remplacement de toute installation électrique, les travaux d'installation d'une roulotte de chantier, les cirques, les carnavals, les expositions, les événements sportifs et culturels, l'installation de foyers extérieurs, l'installation de thermopompes, les changements d'usage ou de destination d'un bâtiment impliquant des travaux pour lesquels un permis de construction est requis, les remblais et les déblais, les aménagements paysagers, y compris les jardins et les potagers, l'implantation de mobilier urbain tels que les bancs, les boîtes roulettes et à journaux et les sculptures, la construction et l'implantation de pergolas et de gloriettes, par exemple les gazebos, et la construction de kiosques saisonniers de vente de produits agricoles ne demandent plus de permis de construction. Cependant, tous ces usages, même s'ils ne demandent plus de permis de construction, sont toutefois soumis au règlement de zonage, donc vous devez respecter les normes applicables. En cas de doute, lors d'une demande, nous vous invitons à contacter l'inspecteur au 418-247-3060 au poste 231. Par la suite, nous avons ajouté dans l'article sur les exclusions l'ancien article 15.1 du règlement de zonage qui a été reproduit tout au long, c'est-à-dire que toutes les affiches qui ne demandaient pas de permis dans le règlement de zonage ont maintenant été ajoutées ici.
Par la suite, nouvel ajout, sauf pour les bâtiments soumis au règlement sur les PIA pour le chemin des pionniers, donc le règlement 226-2019, les interventions suivantes ne nécessitent pas l'obtention d'un permis ou d'un certificat. Donc, c'est-à-dire que les ajouts qui étaient ici, que ce soit en zone PIA ou non, ne demandent plus de permis. Par contre, les ajouts qui sont ici ne demandent plus de permis, à l'exception de si on se trouve dans la zone du PIA pour le chemin des pionniers du règlement 226-2019. Donc, le remplacement du revêtement de la toiture pour un même matériel de revêtement de toiture sans modifier la structure du toit, le remplacement de portes et de fenêtres de même dimension et dont la valeur des travaux n'excède pas 5 000 les travaux de peinture, de teinture ou de vernissage extérieur, de même que la construction, l'implantation, la modification, l'agrandissement ou l'ajout d'un bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est d'au plus 20 mètres carrés et reposant directement sur le sol ou sur du gravier ne nécessite plus de demande de permis. Encore une fois, même si le permis n'est plus nécessaire, nous vous invitons à tout de même contacter l'inspecteur pour connaître les dispositions applicables à ces différents usages. Ensuite, prochaine modification, dans les causes d'invalidité d'un permis, nous avons modifié ici, dans les installations septiques, le délai pour transmettre les certificats de conformité. Donc, le certificat de conformité qui devait être transmis par le passé dans les 2 semaines suivant la fin des travaux peut maintenant être transmis dans les 6 mois suivant la fin des travaux. Par la suite, au niveau de l'affichage du permis, désormais, s'il est impossible de garder en vue le permis sur le site des travaux, l'exécutant des travaux doit en garder une copie lorsqu'il est sur le dit site. C'est-à-dire, vous faites les travaux, vous ne pouvez pas afficher le permis, vous devrez conserver une copie du permis papier en main dans votre véhicule ou sur vous en tout temps. Au niveau des permis de construction, donc, nous avons modifié les documents nécessaires qui vont être demandés pour cette demande de permis. Donc, les ajouts sont le formulaire prévu à cet effet, donc le formulaire de demande de permis de construction, la localisation des servitudes, la localisation des lignes de rue, la localisation des aires de stationnement et des allées d'accès et l'indication de la topographie lorsque située à moins de 15 mètres de la construction principale. Et finalement, dans ce sous-point pour le plan d'implantation, la localisation ainsi que la hauteur du pied et du sommet de tout talus ayant une forte pente. Par la suite, nous avons également ajouté un plan de gestion durable des eaux pluviales démontrant de quelle manière les eaux pourront être retenues le plus longtemps possible sur la propriété. Donc, tous ces éléments doivent maintenant être intégrés dans une demande de permis de nouvelle construction. Par la suite, nouvel ajout. Donc, l'article 4.4 en fait condition d'émission d'un permis et la fusion de l'article 3.8 du règlement sur les conditions d'émission de permis et certificats, donc que nous avons ajouté ici dans le règlement. Nous avons également ajouté une précision à cette ancienne disposition, selon laquelle le premier paragraphe ne s'applique pas pour un bâtiment secondaire érigé sur un terrain où se situe un bâtiment principal, ni pour l'agrandissement d'un bâtiment existant. C'est-à-dire que le point 1, ici, le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par les droits acquis. Donc, je répète, ce premier paragraphe ne s'applique plus pour les bâtiments secondaires érigés sur un terrain où se situe un bâtiment principal, ni pour l'agrandissement d'un bâtiment existant. Par la suite, au niveau de l'information sur la cohabitation harmonieuse des usages agricoles, nous avons retiré la définition selon laquelle, aux fins du présent article, une maison d'habitation, donc il s'agit de la définition d'une maison d'habitation, est une maison d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Cette définition a été retirée du règlement 255-2021. Cela dit, elle s'applique toujours puisqu'elle a été ajoutée au règlement 256-2021, qui, je vous rappelle, est le projet de règlement complémentaire au présent règlement qui contient toutes les définitions.
Par la suite, au niveau du chapitre 5 sur les certificats d'autorisation, donc, nous avons ajouté que pour les demandes qui sont couvertes là, par un certificat d'autorisation, les exclusions mentionnées à l'article 3.6, qui, je vous rappelle, était un article qui a été importé directement depuis l'ancien règlement sur les conditions d'émission des permis et certificats. Donc, lorsque on fait une demande de certificat d'autorisation, nous avons ajouté que pour les travaux pouvant modifier la couverture végétale du littoral ou de la rive, ce sont tous travaux d'érection ou de modification d'une construction, et ce sont ces travaux pour ceux qui empiètent sur le littoral. Donc, nous sommes venus clarifier en fait ce point pour lequel une demande de certificat d'autorisation était nécessaire. Par la suite, nous avons retiré certains usages qui désormais ne demandent plus de certificat d'autorisation. Il s'agit des nouvelles utilisations du sol et des nouveaux changements d'usage ou de destination d'un bâtiment. Donc, désormais, ces deux types de travaux, si l'on veut, ne demandent plus de certificat d'autorisation. Cependant, encore une fois, nous vous rappelons que les dispositions du règlement de zonage, du règlement de lotissement et de tout autre règlement d'urbanisme peuvent s'appliquer. Donc, en cas de doute, nous vous invitons à communiquer avec l'inspecteur au 418-247-3060 au poste 231. Par la suite, nous avons clarifié que pour les travaux d'abattage d'arbres qui demandaient une demande de certificat d'autorisation, il s'agit de ces travaux qui sont assujettis à l'article 20.2 du règlement de zonage, donc le règlement 158-2013. Nous avons également clarifié que lorsqu'il y a des travaux sur le littoral, les rives, les plaines inondables et autres milieux hydriques, lorsque vous faites votre demande de certificat d'autorisation, le demandeur, dans le cas de plan décrivant l'ouvrage, la construction, les matériaux et les travaux projetés, ce plan doit être signé par un ingénieur lorsqu'il concerne la stabilité du sol, toujours bien sûr si les travaux ont lieu sur le littoral, les rives ou les plaines inondables. Également, nous avons ajouté ce paragraphe ici qui, une fois de plus, est un paragraphe qui nous provient du règlement sur les conditions d'émission des permis et certificats. Donc, il s'agissait de l'article 3.8 que nous avons reproduit ici même intégralement dans l'article sur les conditions d'émission du certificat. Au niveau des permis de lotissement, donc, une grande nouveauté cette année dans le nouveau règlement sur les permis et certificats, nous avons ajouté la contribution de 10 pour fin de parc, espace vert et terrain de jeu. Plutôt que de vous lire entièrement la nouvelle disposition, que je vous invite à le faire par vous-même sur le site Internet, je vais plutôt vous résumer en fait quelle est la nouveauté et qu'est-ce que ça implique. Donc, désormais, pour toute opération de lotissement ayant pour objet la création de 2 lots constructibles ou plus, le propriétaire devra verser à la municipalité soit un montant équivalent à 10 de la valeur du lotissement ou bien une superficie équivalente à 10 de la superficie du lotissement ou en fait une combinaison des deux. Donc, par exemple, 5 correspondant à 5 de la superficie du lotissement et un autre 5 correspondant à 5 de la valeur du lotissement à la municipalité afin que la municipalité puisse par la suite réutiliser ses investissements soit en superficie ou en montant pour la création ou l'embellissement ou la modification, l'agrandissement d'espaces verts, de parcs et de terrains de jeu. Cette contribution, donc ce type de contribution, qui peut être de céder une superficie de terrain, de céder un montant ou bien de s'engager à moitié-moitié, donc, ou par exemple une partie en superficie et une partie en montant, est à la décision du conseil municipal. Par la suite, excusez-moi, il y a un petit bug. Par la suite, la suite de l'article concerne les dispositions relatives à ce mécanisme. Donc, nous avons ici à l'article 6.3.1 les exemptions à la contribution pour fin de parc, dont toutes les exemptions là, sont listées ici. Donc, il se peut que dans certaines situations particulières d'opération de lotissement,
le demandeur soit exempté de verser la contribution de 10 pour fin de parc. Par la suite, l'article 6.3.2 concerne l'établissement de la valeur du terrain pour ce qui est du calcul du montant à verser en cas d'un montant, toujours dans le principe de contribution pour fin de parc. L'article 6.3.3 énonce les dispositions particulières pour l'utilisation du fonds spécial, c'est-à-dire à quoi serviront les fonds remis dans ce mécanisme. L'article 6.3.4 explique les modalités de cession du terrain, donc de quelle manière, lorsque le conseil municipal sélectionne que ça devrait être 10 de la superficie du terrain qui devrait être cédée, donc de quelle manière procéder. Donc, c'est ce qui conclut la section pour la contribution de 10 pour fin de parc. Par la suite, les derniers ajouts au nouveau règlement sur les permis et certificats concernent les tarifs et les sanctions pour les permis et certificats. Donc, nous avons modifié certains montants liés à l'analyse de demande de permis. Donc, par exemple, une demande de permis de piscine, pour une demande de permis de piscine, les frais sont désormais de 500 $. Pour une demande de prélèvement de catégorie 3, donc on parle ici de prélèvement d'eau potable, les prix d'analyse d'une demande de permis sont désormais de 20 $. Pour les systèmes de géothermie, les prix sont désormais de 30 $. Et pour les travaux sur les rives, le littoral et les plaines inondables, les frais de demande de permis sont désormais de 50 $. Par la suite, au niveau des sanctions, nous avons modifié l'article sur les sanctions. Donc, désormais, en fait, ce sont des modifications qui visent principalement à clarifier l'article. Donc, quiconque contrevient, permet ou que l'on contrevienne ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, maintient des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de fait qui nécessite un certificat d'autorisation sans l'avoir obtenu, commet une infraction et encourt les amendes suivantes. Donc, nous avons modifié certaines amendes. Donc, les montants sont résumés dans le tableau ci-dessous. En fait, pour une personne physique et une personne morale, nous avons également le montant minimum, le montant maximum pour une première amende et pour une récidive. Par la suite, pour qu'une infraction soit une récidive, l'infraction doit porter sur la même norme et la personne ayant commis l'infraction à des règlements d'urbanisme doit avoir plaidé coupable ou avoir été trouvé coupable depuis moins de 12 mois de la date du prononcé de la sentence. Une entreprise qui exécute des travaux qui n'ont pas été autorisés par la municipalité est passible de sanctions au même titre que le propriétaire du site. Chaque jour pendant lequel une contravention au présent règlement dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée. C'est donc ce qui conclut la présentation du nouveau règlement sur les permis et certificats. Je vous rappelle que tout ce qui n'a pas été présenté est issu de l'ancien règlement. Donc, si vous avez toute question en lien avec le projet de règlement 255-2021, projet sur les permis et certificats dont nous venons de présenter, nous vous invitons à les faire parvenir à moi-même, donc Yannick Bourque, conseiller en urbanisme, d'ici le jeudi 14 octobre à 16 h à l'adresse urbanisme@commercial-lilet.com ou au 418-247-3060 au poste 227. Suite à quoi, si des questions sont reçues, une consultation aura lieu le jeudi 14 octobre à 19 h pour répondre à vos questions. Merci.